Très chers internautes de Azol Art TV, bienvenue à ce nouveau numéro de Mazar, votre émission préférée, une émission qui vous aide à devenir encore meilleur. Sur ces plateaux, nous avons un nouveau visage, le professeur arrangeur de musique, merci Hervé Moutouza, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Il n'est pas le seul sur ces plateaux, il est accompagné de ses étudiants du centre Ozanars, à qui je dis aussi bonjour. Bonjour. Monsieur Hervé Moutouza, vous êtes professeur et arrangeur de musique. Comment définissez-vous la musique? Ok, merci beaucoup. Déjà, au départ, il faudrait dire que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière relativement agréable à l'oreille. Tu verrais de la définition de Jean-Jacques Rousseau, dont il a dit que la musique était l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, que tout le monde connaît, bien sûr. Et puis, il y a eu aussi M.S. Edouard qui a parlé de la musique comme étant la mathématique sonore, dont la mathématique était une musique silencieuse. Et le grand Ludwig van Beethoven également a défini la musique aussi comme une révélation plus haute que la science et la philosophie. Donc déjà là, vous êtes en train de voir que la musique, c'est un art qui respecte beaucoup plus les arts. En partant de votre première définition, si je comprends bien, la musique peut être bonne pour moi et mauvaise pour vous. Parce que vous avez dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière relativement agréable à l'oreille. Oui, bien sûr, tout à fait, parce que la musique, elle est d'abord, ça fait partie des bases, des éléments fondamentaux de la musique. Une musique est bonne quand les pensées et les sentiments de la personne qui compose sont bons, et la musique, elle est mauvaise quand les pensées et les sentiments de la personne qui compose sont mauvais. Donc, c'est tout à fait naturel. Ok, monsieur Hervé, pouvez-vous nous définir l'art? Oui, bien sûr. De toute façon, d'une manière scientifique, il y a beaucoup de définitions. Mais sinon, on martèle sur l'art comme étant le savoir-faire du beau, du bien et du vrai. Et dans le sens de ces savoir-faire techniques. Parce que, de toute façon, un art, ça relève de beaucoup de choses. Ça relève de beaucoup de choses parce que ça combine de l'habileté naturelle. C'est quelque chose qui est inné, comme on dit au Congo. Donc, Makila, ça dit que le Makila. Il y a d'autres, et puis on a la connaissance de l'art ou de la musique dans notre domaine précisément. Et puis il y a aussi un savoir-faire technique. C'est pourquoi un art est exigé en esthétique musicale. Quand nous étudions en esthétique musicale, on disait qu'un art exige qu'on puisse l'étudier et le pratiquer, parce que ça relève de la théorie musicale. Vous prenez aussi un autre côté technique, et puis vous allez encore à la fin pour prendre le tout. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose, si je peux m'exprimer ainsi. Qui doit-on considérer de musicien? Ok, ça c'est une question, bon, je ne dirais pas piège, mais c'est une question que beaucoup attendent de moi. En fait, la définition d'un musicien relève de différentes époques, parce que la musique est cadré du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on a le Moyen-Âge, on a l'époque baroquisme, le classicisme, le temps contemporain, et puis jusqu'à nos jours, il y a des étapes. Et au niveau de différents siècles, il y a eu des définitions. À une époque, pour être un musicien, il suffisait seulement de savoir lire et écrire la musique. Et notre époque nous dit que non, pour être un musicien, il faut savoir jouer d'un instrument de musique. Et il y a encore d'autres époques où on a parlé, pour être un musicien, faut savoir, c'est-à-dire exécuter, composer de la musique dans la pure de façon, c'est-à-dire que la bonne manière. Quelqu'un qui fait profession de musique. Donc vous verrez qu'on a trois grandes lignes pour définir un musicien. Si dans les trois grandes lignes, vous ne retrouvez pas, forcément, ne vous identifiez pas comme un musicien. Donc voilà, d'une manière, je ne sais pas si j'étais succincte ou large. Nous pouvons aussi savoir les trois grandes lignes pour définir un musicien. Oui, justement, c'est-à-dire qu'il faut savoir lire et écrire la musique. Vous êtes musicien, et puis il faut aussi savoir jouer d'un instrument. Vous êtes aussi être considéré comme un musicien. Ou encore, si vous faites profession, la musique est comme votre profession. De composer, d'exécuter de la musique, surtout dans le cadre de la scène,
comme de musicien de scène, parce que ça relève de longtemps pour un musicien qui est sur scène, un musicien qui est en train de chanter, qui est en train de jouer. Il est appelé musicien parce que c'est un interprète. Par contre, si vous êtes en train d'écrire, vous êtes aussi musicien, mais un musicien écrivain. De voilà à peu près les différentes manières de définir un musicien. Merci. Nous pouvons savoir combien de sortes ou de formes de musique que nous avons. Ok, merci beaucoup pour la question. Pour les sortes, moi je pense que c'est un domaine aussi qui a beaucoup évolué, sincèrement, parce que j'ai eu la chance de faire des études musicales dans de différents niveaux, surtout pour le département de la musique classique. Mais pour ce qui concerne les sortes, il faut savoir que d'abord, il y avait une musique qu'on appelait la musique instrumentale et la musique vocale. Mais au départ, au-dessus de tout, il y a une musique qu'on appelle la musique classique, où après on pourra parler de la musique traditionnelle, de la musique folklorique, de la musique de variété. Toutes ces musiques font partie de sortes de musique. C'est comme une musique, mais avec beaucoup de sortes. Bon, dans ces sortes-là, nous avons des styles de musique. Oui, forcément, les styles, il y en a. Malheureusement, on confond souvent la différence entre le style et les genres. Si je peux me permettre pour donner un peu la précision, quand on parle de style en musique, c'est juste le fait d'avoir, le fait que l'artiste imprime son cachet, son empreinte à la musique. C'est ça, en fait, les styles. On peut dire un style Hervé Moutounta, style Héloïse. Style, c'est comme ça que ça se passe au niveau des styles. Et quand vous prenez d'autres musiques, bien sûr, ce sont les éléments caractéristiques qui caractérisent la musique. Si vous voulez parler d'une musique, par exemple, je donne un nom que tout le monde aime bien au Congo, la musique rumba, où on parle de la rumba, on peut dire la rumba et le rumba, parce que il y a une forme rumba, il y a aussi un style rumba. Alors, si nous allons dans ce sens-là, vous verrez que le style, c'est toujours l'empreinte. Mais cette empreinte-là est fixée aux différentes caractéristiques. C'est-à-dire que pour jouer la rumba, il faudrait avoir une percussion à côté. Vous devez avoir tel instrument qui n'est peut-être pas forcément instrument de chez nous, si on parle de la musique de la rumba congolaise. Parce que la rumba, de toute façon, l'origine, c'est africaine, mais ça a été développé et créé au Cuba. J'ai donné cet exemple pour donner un peu une petite précision, mais par contre, si je vais paraphraser pour aller directement au genre, le genre, c'est le fait d'avoir une musique, par exemple, sacrée et une musique profane. C'est-à-dire qu'on a du point de vue technique et du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, il y a une musique sacrée qui est destinée à Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Peu importe la religion que vous pouvez lui attribuer, Dieu reste Dieu. Et puis la musique profane, c'est la musique qui concerne les hommes. Quand je chante pour ma femme, quand je chante pour mon pays, l'hymne national, quand je chante, je ne sais pas pour qui, peu importe ma religion, quand je ne chante pas pour Dieu, quand je n'adore pas, c'est une musique profane. C'est ce que beaucoup ignorent. Et puis, d'ordre technique, on revient encore à ce qu'on a parlé à la sorte, c'est-à-dire qu'il y a la sorte de musique vocale et musique instrumentale. Du point de vue technique, une musique au niveau du genre, c'est aussi instrumentale et vocale. Donc, si je peux encore résumer, parce que j'ai essayé d'expliquer, donc, pour le genre, vous avez la musique sacrée, la musique profane, et la musique instrumentale, la musique vocale. Et pour le style, c'est l'empreinte que l'artiste imprime à son œuvre. Voilà, si on peut parler de deux. Vous pouvez, pour donner un éclaircissement à nos internautes, classer ou citer quelques styles que les Congolais utilisent. Bon, bien sûr, d'ailleurs, il y en a beaucoup, les styles sont nombreux, les formes également sont nombreuses, mais je vais préciser une chose. En termes de musique, il y a beaucoup de choses prêtes à confusion. Quand on parle des styles, des formes, des genres, des sortes, des catégories, des types, ce sont des termes comme ça en français. Mais musicalement parlant, il faudrait commencer à parler de musique. Il faut parler que je joue la musique rumba. Je joue la musique salsa. Je joue la musique classique. Je joue la musique classico-jazz. Je joue la musique jazz. Parce que quand vous parlez de musique, cette musique peut être tirée du style, de la forme, ou il y a même d'autres musiques qui sont
vous trouvez le même nom qui est au style et au genre. Par exemple, quand on dit le gospel américain. Le gospel américain, gospel, c'est un mot anglais qui veut dire évangile. Je pense que les anglophones comprennent mieux que ce que je suis en train de dire. Quand on dit gospel, c'est évangile. Alors quand on dit musique gospel, ça n'a rien de particulier. Musique gospel comme une musique là, puis descend du ciel. Non, pas forcément ça. C'est simplement une musique qui est d'évangile. Mais seulement, là, du point de vue genre, mais du point de vue style, quand on dit gospel américain, ça dit que style des Américains. C'est-à-dire la manière dont les Américains jouent leur musique gospel, leur musique d'évangile. Voilà à peu près l'éclaircissement. Ouais. J'aimerais savoir si ces styles dépendent d'un pays à un autre ou c'est joué presque partout. Ok, merci beaucoup pour la question. De toute façon, quand on parle des styles, quand on parle de tout autre élément qui accompagne le style, ce sont des termes musicaux. C'est vrai, on ne parle pas encore de la terminologie musicale, mais ce sont des termes musicaux qui sont utilisés dans le langage musical. Donc, un style reste un style, que vous soyez en RDC, en Tanzanie, ou encore, je ne sais pas moi, en Europe ou dans d'autres continents. Un style reste un style. Une forme ou tout autre reste de même. Seulement, il faudrait préciser une chose. Quand nous parlons du style, par exemple, je peux parler de la musique Touareg. La musique Touareg, c'est une musique que j'ai fait les études pour. C'est une musique tanzanienne où il y a un artiste qui a fait que cette musique quitte Tanzanie pour aller jusqu'en Inde. Et aujourd'hui, c'est une musique mondiale, reconnue mondialement. Tout comme la musique rumba, c'est une origine africaine, mais après, c'est maintenant une musique originale du Cuba. Et après, voilà, chacun peut commencer à prendre. Le style peut trouver une origine, mais en soi, au bout du compte, vous verrez qu'on va revenir sur... le style va rester naturel pour tout le monde, mais l'origine existe. Mais le terme style est pour la musique en général. Il n'y a pas un style, le style est seulement pour tel continent et tel autre continent, non pas des styles. Le style est pour tout le monde et toute la musique du monde. Donc c'est important aussi à un musicien de connaître, d'avoir la connaissance sur tous les styles. Bon, si vous passez par les études, vous passez par l'école comme aux Arseneur, vous verrez que toutes ces petites choses ou encore tous ces détails seront dans le programme d'études. Un style, une forme, un genre, sorte, tout ce qui accompagne la musique, ce sont des éléments qu'un musicien qui est passé par l'école doit avoir comme base. D'ailleurs, c'est pour tout aspirant musicien. Je ne parlerai pas que de musiciens ou de ceux qui veulent apprendre la musique, parce qu'en musique, il y a des intéressés, en art musical, il y a des intéressés, il y a des amateurs de musique, et puis il y a des professionnels de musique. Et la musique, c'est un domaine qui est un domaine d'abord au-dessus de tout spirituel. C'est un domaine, moi j'ai étudié la musique, je n'ai trouvé nulle part où on m'a trouvé, c'est lui ou la personne qui a créé la musique, ou la première personne. On a fait beaucoup d'études, même en ethnomusicologie, on fait des études, je n'ai jamais trouvé ça. Mais tout le monde sait bien, parce qu'on a aussi fait des recherches pour trouver, on sait bien que la musique a été créée par Dieu. Alors vous verrez que c'est un domaine tellement spirituel que si vous n'avez pas la base, ou vous ne comprenez pas l'importance de la musique dans la vie de tout et chacun, parce que la musique accompagne tout le monde, peu importe votre domaine. Vous pouvez être un sportif, vous aurez besoin de la musique au sport. Vous pouvez être un cuisinier, vous aurez besoin de la musique dans votre cuisine. Dans tous les domaines du monde, je peux vous le prouver sur scène, tout comme dans les documents, que la musique accompagne tous les domaines du monde. D'ailleurs, c'est un domaine que Dieu a créé avant de créer l'homme. Qu'entendez-vous par l'interprétation musicale? Bon, pour parler de l'interprétation musicale, de toute façon, c'est quelque chose de simple, mais que beaucoup ignorent dans nos environnements, parce que quand on dit interprétation musicale, c'est quelque chose de très simple. C'est le fait, en fait, je vais parler de ça tout à l'heure, tantôt. Quand on dit interprétation musicale, c'est le fait d'exécuter, de jouer
ou de chanter un morceau de musique ou une œuvre musicale. C'est-à-dire, je vais donner un exemple pour la compréhension facile. Le fait d'être sur scène. Le fait d'être sur scène, vous jouez, vous chantez, vous jouez d'un instrument ou vous chantez avec votre voix. Même quand vous êtes inspiré pour une composition, pour une chanson, une propre chanson à vous, votre propre composition, le fait déjà d'essayer de jouer un morceau de cette chanson à la guitare, ou bien au piano, ou bien au chant de chanter, ça vous ramène à ce qu'on appelle interprétation musicale. Donc c'est ça, c'est le fait d'être sur scène. C'est le contraire de l'écriture musicale, de l'ethnomusicologie, des musicologues qui sont en train de faire des recherches sur la théorie musicale, science de la musique et tout autre. Ok. Est-ce que nous pouvons savoir s'il y a une différence entre un chant et une chanson? Bien sûr, déjà, je vais aller dans un sens plus simple, terre à terre. Le chant est dans la chanson, mais la chanson n'est pas dans le chant. C'est-à-dire qu'une chanson est une œuvre musicale ou bien une pièce musicale qui a plusieurs parties ou plusieurs voix, une ou plusieurs bien sûr, qui comprend bien sûr un côté où il y a l'air chanté qu'on appelle la mélodie, que tout le monde utilise souvent, et l'autre partie, les textes, qu'on appelle les paroles. On ne peut jamais avoir une chanson sans parole. Excusez-moi. C'est-à-dire que pour avoir une chanson, il faudrait avoir le parole. Mais par contre, un chant, c'est une ligne mélodique d'une chanson déjà. Donc là, le chant, c'est une ligne mélodique d'une chanson. Si bien que le chant peut aussi désigner la succession de sons exécutés par l'appareil vocal. Quand je dis l'appareil vocal, vous comprenez, c'est-à-dire exécuté par la voix. Donc voilà un peu la différence qui est entre un chant et une chanson. Est-ce que nous pouvons savoir s'il y a quelques règles à suivre pour faire une très bonne musique? Bien sûr. D'abord, ces règles-là seront présentées sous forme de conseils. Si nous prenons, je vais donner même l'exemple de grands musiciens du monde. Je vais essayer de reculer dans l'époque du classicisme. Je vais parler de Beethoven. J'aime bien ces messieurs. Ludwig van Beethoven. C'est un grand musicien qui a beaucoup étudié la musique, mais il a toujours été accompagné par ses professeurs, par sa famille, par des musiciens qui l'encadraient et avec qui il faisait des tournées dans de différents pays d'Europe dans le temps, parce que c'est dans le classicisme, il faut reculer au 18e et puis on tend vers le 19e siècle. Et puis, si nous prenons l'exemple présent, il y a deux musiciens actuellement qui ont étudié la musique, mais ils sont toujours tout près de leur coach, de leur professeur, pour toujours les encadrer. Donc, mon conseil serait, pour faire une bonne musique, très bonne musique d'ailleurs, il faudrait avoir un arrangeur à son côté, que ce soit la chanson, que ce soit un morceau de musique instrumentale ou tout autre, un air ou je ne sais pas moi quoi, il faudrait avoir un arrangeur, parce que l'apport d'un arrangeur, c'est un deuxième compositeur. Dans la composition, il y a une partie qu'on appelle auteur, c'est lui qui amène les paroles, s'il s'agit d'une chanson, et il y a la composition, l'autre personne qui amène la musique. Mais l'arrangeur amène l'éclaircissement, c'est-à-dire que le bon emplacement de la chose, la structure de la chose. Vous aurez par exemple une harmonie musicale, soit une harmonie vocale, une harmonie instrumentale, une harmonie de deux, la cohésion ou bien le jeu d'ensemble qui est entre le chant et quand je dis le chant, vous comprenez la ligne mélodique parce qu'on vient de parler du chant, le chant et la partie instrumentale, ou encore l'orchestre et le chœur, s'il s'agit d'un chœur bien sûr, ou encore les solos quand il s'agit d'une seule personne qui est en train de chanter ou qui est en train de jouer son instrument. Donc il faut avoir un arrangeur, il faut avoir un directeur artistique. Ici on parle aussi des termes qu'on a empruntés au sport. Il faut avoir peut-être un coach, soit un coach vocal s'il s'agit de la voix, ou un coach instrumental s'il s'agit d'un instrument bien sûr, ordinaire. Donc dès que vous avez tous ces éléments-là, un conseiller artistique, vous verrez que vous ferez une très bonne musique parce que chacun fait son travail. Chacun pourra faire son travail. Je ne voudrais pas trop donner des noms de musiciens, mais
on a de musiciens références en Europe, en Amérique, qui ont fait la musique, qui ont étudié la musique, mais ils sont toujours tout près de leurs coachs, de leurs professeurs pour ces différents travaux que je viens de citer tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous pouvez aider à nos internautes de comprendre, comme ils ont besoin de comprendre la musique? Nous demandons à l'équipe Ozana, à l'équipe Ozana de nous faire un morceau musical. Ok, il n'y a pas de problème. On va commencer un premier morceau avec Marza et Timbagras. Ils vont présenter quelque chose que je vais commenter juste à la fin. Merci beaucoup. Je pense que c'était fini. Ça, c'était un morceau représenté sous forme classico-jazz. C'est-à-dire le fait qu'ils ont fait la formation classique et la formation jazz, où il y a l'harmonie, il y a des harmonies jazzy et des harmonies classiques, bien sûr. Ils ont présenté un morceau où ils ont commencé la partie classique et après ils ont inséré la partie jazzy. Et les deux, dans des cadenzas, c'est-à-dire que ce sont des termes musicaux, où ils ont essayé d'illustrer en fait la forme. Mais il y a plein d'autres morceaux, je ne sais pas s'ils peuvent continuer à présenter. L'équipe de Jancy peut avancer pour présenter quelque chose. Là, on va avoir maintenant le jeu d'ensemble et je vais toutefois commenter à la fin. Donc justement, ça c'était ce qu'on appelait ensemble musical. C'est-à-dire que dans l'ensemble, on sous-entend, on peut avoir la formation musicale, on peut avoir l'orchestre, on peut avoir le chœur ou la chorale. On pourra aussi avoir ensemble de chanteurs ou ensemble de musiciens. Comme je disais au début, tout à l'heure là, qu'un musicien était aussi considéré comme étant la personne qui savait jouer d'un instrument. Donc on peut dire musicien ou la personne qui joue d'un instrument, parmi les définitions des musiciens. Voilà. Ok. Un éclaircissement par rapport à la musique classique et la musique jazz. Ok, ça c'est une question vraiment très riche.
D'abord, la base est toujours classique. La base est toujours classique. Et puis, la mère de toute musique, la musique qui a commencé, la musique qui a la musique classique, c'est la musique qui a des règles, des principes, et puis à la rigueur sur des formes et des différentes disciplines. Et c'est une musique primitive. Une musique primitive, donc depuis des siècles. Par contre, la musique jazz, c'est une musique qui est venue juste pendant l'esclavagisme des Noirs, des Noirs africains qui étaient esclaves pour l'Amérique. C'est à ce moment-là que le jazz s'est créé. Il y avait des chansons, les Noirs américains chantaient, et à partir de ces chants, avec les travaux forcés que subissaient nos aïeux, ça fait que la couleur, il créait des couleurs bluesy, il créait des couleurs jazzy, il créait des différentes couleurs. Et à partir de ces différentes couleurs-là, le savant de là, ils ont tiré cette base-là pour développer un peu plus tard, pour qu'aujourd'hui, on ait une musique jazz. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de jazz, on voit les États-Unis d'Amérique, mais la base du jazz vient de l'Afrique. Par contre, la musique classique, c'est une musique primitive qui a commencé, on a commencé à classer au Moyen-Âge, 1400, et il y a la Renaissance, 1400 à 1600. Il y a eu aussi l'époque baroque, 1600, 1700, 1705 ou 75, si je m'abuse. Il y a eu aussi l'époque classique, où déjà entre 1800, 1700 quelque part jusqu'à 1820, et après on a eu l'époque romantique, c'était la suite, donc l'époque qui a suivi, et puis à la fin, c'était 19e siècle, 20e siècle, on a eu la musique avec l'époque contemporaine, et c'est cette époque-là qui continue jusqu'à nos jours, parce que c'était 20e siècle, nous sommes au 21e siècle, donc on continue toujours, on dit en histoire de la musique, c'est l'époque contemporaine jusqu'à nos jours. Donc voilà à peu près la musique classique commence à évoluer. Mais par contre, la musique jazz, c'est une musique qui venait des esclaves africains. Ok. Et donc, professeur et arrangeur musical, pouvez-vous nous donner des explications par rapport au jazz, le mot break? Ok, mais ça vient du jazz d'ailleurs. De toute façon, je vais préciser une chose avant de répondre à cette question. Ok, tout ce que nous faisons comme harmonie, quand nous accompagnons les chansons, parce qu'on parle souvent de techniques d'accompagnement, harmonie pour accompagner des chansons, pour faire ceci, pour faire cela, le développement d'harmonie, le développement de tout ça pour jouer des chansons, pour jouer des morceaux musicaux ou improviser, tous ces éléments viennent du jazz. Viennent du jazz. Donc, quand on parle de ça, c'est qu'on parle déjà de jazz. Sauf que le jazz ne reste pas seulement jazz, même dans la musique des variétés, parce que jazz, d'un côté, il est considéré comme une musique classique, parce qu'il y a les classiques du jazz et le jazz classique, mais de l'autre côté, le jazz aussi est considéré comme toute musique des variétés, parce que dans l'expression de la culture musicale du monde, on parle de musique du monde. Musique du monde, ça prend toute musique qui existe, quand on a tiré des sortes, bien sûr. Alors, le mot break, comme vous venez de dire, ça vient du jazz, bien sûr. Ça veut simplement dire l'arrêt rythmique, l'arrêt de la section rythmique pendant un laps de temps donné. On peut jouer quelque chose, c'est-à-dire que le fait qu'on fait des arrêts là, rythmiques, avec des accords, bien sûr, ça fait ce qu'on appelle le break. Mais beaucoup ignorent, il existe aussi des breaks blancs. Un break blanc, c'est un break sans accord. Ça ne vient que de jazz. Voilà. Nous avons souvent écouté les gens parler des escargots jazz. Escargots jazz. Je ne sais pas comment vous pouvez l'expliquer. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, en jazz, il y a aussi beaucoup de termes. Il y a escargot, il y a des tassés. Il y a des accords de passage, accords de substitution, accords d'habillage. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a l'improvisation, il y a des voicing. Il y a beaucoup de choses en jazz parce que c'est pas le fait de jouer la musique jazz qui vous fait être jazzman. C'est pas le fait de vous bagarrer dans la rue que vous êtes sportif.
C'est pas le fait de jouer la musique et vous êtes musicien. Je pense que je venais déjà de définir la musique et un musicien. Alors, quand on parle d'escabeau en jazz, parce que moi, je fais les études de jazz, le jazz, l'escabeau en jazz, c'est une transformation harmonique en jazz dont la corde tonique et la vedette qui prend la séquence longue. Je pense que je vais illustrer ça avec Grace, Timba Grace. Gracia, Timba Gracia. Je vais illustrer ça. Ça veut dire que quand on parle de jazz, escabeau, c'est une séquence harmonique dont on développe. La séquence, elle est tellement longue, mais ça prend au moins 3 accords. Et on peut développer de 3 accords en 4 accords parce que c'est pourquoi je voudrais vraiment bien parler des tout sauf rien, c'est-à-dire du jazz, de la musique classique, pourquoi pas des musiques, des variétés, parce que souvent on parle de musique et de musiciens sans savoir qui est musicien, qui ne l'est pas. Alors, pour être jazzman, j'insiste bien, c'est pas le fait de jouer, d'improviser, peu importe l'instrument, ou de jouer les accords. C'est le fait de connaître la musique jazz. Et quand vous connaissez, forcément, vous devez être capable de jouer. Donc, on va peut-être dans de prochaines émissions, numéros, on va illustrer ça en pratique. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas sur scène, je laisse le centre intervenir. Mais le jour qu'on aura le temps, moi-même, je serai sur scène pour vous démontrer c'est quoi la musique et c'est quoi la musique jazz ou classique. Voilà. Grâce, tu vas nous donner l'escabeau sans tempo, stringando. Ça va. Donc ça c'était l'escabeau qui prend le 1. Bon, je ne donne pas les degrés, il faut venir au centre pour apprendre tout ça. Mais au moins c'est ça l'escabeau en jazz. Donc le centre est bien disponible si je vais profiter de l'occasion pour accompagner tout celui qui veut faire sa chanson, c'est-à-dire travailler sa chanson au studio, tout comme dans un live, parce que nous sommes des spécialistes des lives. Permettez-moi de le dire parce que c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que celui qui veut faire un live, vous jouez comme ça, sans enregistrement, on vous écoute directement, les centres le fait. Celui qui veut qu'on puisse l'accompagner, celui qui veut qu'on puisse l'accompagner au studio, tout comme dans les lives, ou encore celui qui veut jouer, ou celui qui veut forcément aussi apprendre la musique pour devenir comme nous, puisque nous, les centres est là pour tout ça. L'arrangement musical, le concert artistique, tout est bien géré au centre pour les différentes connaissances de jazz, des classiques au jazz et musique des variétés qu'on appelle communément la musique du monde qui englobe toute musique. Parce que est-il important à une personne qui a déjà un talent musical d'aller encore à une école de formation pour apprendre? D'abord, je vais dire une chose. L'artiste n'est jamais arrivé. Il est toujours en chemin. Je parlais tantôt de l'art qui combinait l'habileté naturelle avec naturelle, c'est-à-dire que musique à maquila, comme les Congolais le disent souvent, aiment le dire souvent, parce que la musique à maquila, aujourd'hui on a appris. Et puis l'habileté naturelle, comme musique à maquila, et puis on ajoute la connaissance de la musique, de la théorie musicale, et en plus, à la fin, le savoir-faire technique. Donc moi je pense qu'entre la croyance et la réalité, il y a toujours un fossé. Si de grands qui sont dans des différents continents comme le continent d'Amérique, tout comme en Europe, que nous connaissons, que nous chantons leurs chansons qui sont devenues des standards, ils ont appris la musique, ils ont commencé peut-être la musique ou à chanter depuis l'enfance et qu'ils ont par la suite appris la musique, fait l'école et après cela, ils ont continué à travailler avec des grands ou des coachs. Je prends même l'artiste que j'aime beaucoup, que je suis en train de répéter son nom, du classicisme, quand je rentre un peu au 18e et vers avant 19e siècle, de Ludwig van Beethoven, parmi les grands de musique classique. Au classicisme, c'était d'abord Amadeus ou Mozart, Wolfgang, et après c'était Ludwig Beethoven, le deux grands noms. Après Mozart, c'était Beethoven, parce que Mozart était venu avant, c'était plus âgé que Beethoven. Alors, si Beethoven a appris la musique, il a étudié la musique,
si bien qu'il avait le temps aussi de faire la musique, là, ça dit que la musique c'est dans les sangs, lui aussi avait la musique dans les sangs. Vous allez dire que vous êtes plus que Beethoven. Moi je pense que c'est une question, c'est une matière à réflexion. Le choix revient à la personne. Le choix revient à la personne. Si vous êtes jeune et que vous êtes bébé, on vous laisse nu, vous pouvez trouver ça normal. Mais arrivé à un certain âge, déjà aujourd'hui même les enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans, si vous laissez ni, ça sera catastrophe, scandale. Donc c'est ça. Le choix revient à la personne. Soit vous êtes encore bébé ou vous n'êtes pas né musicalement, c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de ça. Ou encore, si musicalement vous comprenez qu'il faudrait apprendre, donc je pense que le choix est clair. Prenez référence de Ludwig Beethoven, Van Beethoven, prenez référence de tant d'autres artistes d'aujourd'hui. Je me réserve de citer quelques noms européens ou américains, c'est pourquoi je parle des noms un peu des siècles passés, mais il y a pas mal de noms qui ont fait ça. Ils avaient des talents naturels, mais par la suite, ils ont appris. Et quand vous écoutez leur musique, vous sentez que non, ça c'est une très grande musique, ça c'est une musique respectueuse, et ça c'est une musique des talents, et c'est la connaissance, la science, là. Et donc voilà, donc c'est vraiment à vous le choix. Ouais. Quel est l'apport de la musique dans la société actuelle? Oui, ça c'est une question qui devait circuler à tout moment, parce que la musique, d'abord, on parle de l'éducation musicale. Alors, l'éducation musicale, c'est une éducation de base qui devait commencer dans nos familles. C'est comme en pédagogie, on nous a enseigné en méthodologie, bien sûr, générale et spéciale, que l'éducation, les trois milieux éducatifs, qu'il y avait la famille, la religion, et puis l'école. Donc l'école, la classe, les trois milieux éducatifs. Moi je vais ajouter une chose parce que c'est naturel. L'éducation musicale, ça fait partie de cette base-là. On devait avoir une éducation musicale, déjà au niveau de la famille, une éducation musicale à la religion, si possible, aussi une éducation musicale au niveau des écoles. Donc déjà cette base-là va nous donner en fait la réponse ou l'éclaircissement à votre question. Je ne sais pas si vous voudriez que je l'explique autrement. Je parlais c'est-à-dire que le rôle dans la société c'est quoi? On parle de la musique fonctionnelle, la musique qui joue un rôle dans la société. Une musique doit être bien installée artistiquement, scientifiquement, techniquement au niveau de la société. Et quand on prend les œuvres comme des chansons, parce que la musique n'est pas seulement une chanson, je venais de donner la différence entre un chant et une chanson, quand on prend les verbes d'une chanson, au travers de la chanson, il y a une partie de l'air chanté qu'on disait la mélodie, et l'autre partie qui était le texte, qu'on parlait des paroles. Le parti des textes devait maintenant commencer à éduquer la société, éduquer la masse. D'ailleurs, il y a des musiques, dans de différentes musiques, il y a des musiques des cérémonies comme la naissance des jumeaux, des musiques de divertissement, il y a des musiques qui nous aident à étudier, il y a des musiques qui nous aident à nous concentrer, il y a des musiques qui nous aident à prier, il y a des musiques qui nous aident à beaucoup de choses. J'avais dit un peu plus haut que la musique nous accompagnait partout et accompagnait tous les domaines. Donc c'est vraiment un rôle très important. Sans le message, la musique devait véhiculer un message. Si la musique ne véhicule pas un message dans la société, surtout dans notre société actuelle, comme vous venez de préciser, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Donc au lieu de préparer la bourritude, il faut préparer, au lieu de préparer la bourritude, il faut préparer des gens qui sont qualifiés pour faire véhiculer des messages. Donc déjà, une musique n'est pas un domaine donné à tout le monde, si bien que tout le monde doit avoir la base de musique. Donc c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre au plus profond de nous, de façon que quand nous arrivons à
à mettre un lien, parce que en ethnomusicologie, parce que l'étude de la musique dans un contexte donné, on nous parle des liens qui sont entre la musique et la société, hein, comme vous venez de le dire, la société actuelle. C'est pour ça que j'ai dans l'espoir. Il n'est pas venu par hasard. Le chemin qu'il a tracé, nous l'avons tous en mémoire. Les martyrs forcent le baptême de
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donc, vous venez de suivre les différents morceaux où on a illustré le partie classico-jazz, il y a d'autres parties purement classiques et encore plus d'autres où il y avait des musiques de variété. Comme je disais dans le langage technique, on parlait beaucoup plus de musique du monde. Et puis, il y a des morceaux où on a illustré le chant en termes de chœur, on parle aussi du chant choral. Il y a d'autres moments où nous avons eu la chance de vous présenter les artistes en solo. Quand on dit solo en musique, ça veut dire jouer seul. Soit le piano seul, soit la voix seule, soit la guitare seule, peu importe votre instrument, le saxon, ainsi de suite. Il y a un tableau où les saxophonistes ont joué le duo pianistique, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un solo, c'était un duo. C'est-à-dire c'est comme des solistes ensemble qui forment un duo du piano, et puis le saxophoniste a joué également avec la clarinette ou bien le clarinettiste. Et puis nous avons aussi la chance de suivre le morceau où il y avait le chant, mais bien sûr accompagné avec les instruments. Il y a aussi un tableau où il y avait le chant solo avec le piano, mais en ce moment-là c'était le chant lyrique qu'on appelle le chant classique. Dans de différentes techniques classiques, on dit lyrique, ça vient de l'instrument à la lyre, c'est un instrument cordophone. Et puis l'autre, c'était un morceau où il y avait le piano avec le chant, mais le chant était en train d'interpréter un morceau jazzy d'Ozana, où le chant avait donné des libertés avec des ornements, donc ornements à gréement, et le piano a essayé de soutenir avec un tout petit peu d'improvisation, et juste à la fin, ils ont fait une conclusion à cadenza, et en plus, il y a eu des interventions aussi avec la flûte, où c'était le jeu d'ensemble, c'est-à-dire qu'un ensemble, comme on parlait de la formation du chœur, des musiciens, des chanteurs, ainsi que de différentes formations comme orchestre, chœur et autres. Donc voilà à peu près, grosso modo, ce que je peux donner comme idée. Mais j'insiste sur une chose, et que moi je suis M. Robert Mutunta, qui suis le coordonnateur du centre Ozana. En fait, en réalité, c'est de différentes formations et la chance que j'ai eu de différents diplômes musicaux ainsi que pédagogiques
qui m'a donné cette opportunité d'avoir une structure musicale où tout ce que j'ai appris, je suis ouvert à tout le monde pour apprendre. Tout celui qui veut bénéficier de mes connaissances, le centre Ozana est là pour apprendre les différentes connaissances. Il y a une technique que j'ai créée, le mutuntisme, où il y a la technique, elle est défendue théoriquement, elle est défendue également techniquement ainsi qu'artistiquement. Donc vous verrez, il y a des articles sur ça. Et dans chaque instrument, au piano, au chant, à la guitare, au saxo, peu importe l'instrument de votre choix, il y a à chaque fois que les étudiants jouaient, il y avait une partie où ils faisaient les mutuntismes. Le mutuntisme, ça vient de Mutunta, mon nom. C'est-à-dire que c'est une technique que j'ai créée pour donner mon empreinte. Donc c'est une technique officielle que j'ai déjà commencé à officialiser officiellement, permettez la mythologie. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on se verra tout à l'heure. Je sais pas. Merci Gordon d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin de notre émission Mazar qui passe chaque jour sur Azol Art TV. Si vous avez aimé cette image, dites un grand merci à Ridia Mayal qui était derrière la caméra, qui était accompagné de Aris Kinwani. Un grand merci à nos partenaires, Maître Santos Moutima, à la famille Poupou, à la famille Tikal. Je vous aime bien. Bye.